bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Alain Marron. Bonjour. Bonjour. Alors, ministre bruxellois de la transition climatique, de l'environnement et de l'énergie, écolo bien sûr. Et alors, vous commencez fort parce que vous étiez un chef de groupe écolo très pugnace dans l'opposition. Est-ce que vous allez être un ministre vindicatif? En tout cas, il a suffi que vous menaciez un peu de saisir l'État fédéral et le ministre Belot a cédé. Il a décidé de payer l'astreinte de 3,2 millions pour la violation des normes de bruit. C'est un miracle. À peine vous arrivez et une situation se règle. Là, il faut d'abord rendre à César. La procédure judiciaire a été lancée par le gouvernement précédent et suivie par le gouvernement précédent, notamment par Céline Frémaux et tout le reste du gouvernement, parce que le gouvernement était solidaire là-dessus. Et c'est des affaires qui sont importantes, puisqu'elles concernent des relations entre Bruxelles et l'État fédéral, donc entre entités. Et donc un jugement a été prononcé au mois de février, qui est assez simple. Le juge dit, en fait, s'il y a des dépassements de normes de bruit en 2019 qui sont supérieurs aux dépassements de 2017, alors il y a des astreintes. Bruxelles Environnement continue à mesurer les normes de bruit et les dépassements de normes de bruit, à les acter. Il se fait qu'il y a des dépassements significatifs supérieurs en 2019 par rapport à 2017. Donc on a poursuivi les procédures qui étaient enclenchées. Simplement, on a décidé, dès que je suis arrivé, d'aller jusqu'au bout des procédures. Mais ça, c'est tout à fait normal. Et donc on a signifié, et notre avocat, l'avocat de la région, a signifié à l'État fédéral qu'on irait jusqu'au bout. Donc, mais je suis content donc l'État paye. Ça, c'est déjà une bonne... nous sommes dans un état de droit. Il est assez normal que les pouvoirs publics respectent les décisions de justice. Monsieur Belot a donc décidé de respecter une décision de justice, c'est bien. Ceci dit, l'objectif pour la région bruxelloise, c'est pas d'amasser de l'argent avec des astreintes. C'est pas ça qu'on veut faire. C'est trouver structurellement pour l'avenir un accord avec l'État fédéral et avec les autres régions pour diminuer les nuisances. Il faut moins de nuisances sonores qui sont dues à l'aéroport, à Bruxelles, parce que c'est là qu'il y a une population la plus dense. C'est clairement à Bruxelles, mais aussi aux alentours de Bruxelles. Alors, donc il faudra à un moment donné une discussion quand il y aura un gouvernement fédéral, donc ça on ne sait pas quand, et en attendant, il y aura d'autres astreintes qui vont tomber. S'il continue à y avoir des dépassements, il y aura d'autres astreintes. S'il n'y a plus de dépassements, c'est-à-dire que la gestion de l'aéroport est telle qu'on ne fasse pas plus de bruit maintenant qu'il y a 2 ans, ce n'est pas ce qui est exigé, ce n'est pas le respect strict des normes bruxelloises. Ce que le jugement exige, c'est qu'on ne dépasse pas ou qu'on n'empire pas la situation par rapport à 2017. Si l'État fédéral, dans sa gestion de l'aéroport, arrive à faire en sorte qu'on en reste à 2017, il n'y a pas d'astreinte. Alors, parmi, évidemment, les gros dossiers pour vous, il y a cette décarbonisation de la région bruxelloise. Alors, on sait que ça veut dire que beaucoup de mesures vont être prises un peu dans tous les domaines. Dans votre domaine, mais dans le domaine des autres ministres également. Alors, on va prendre un exemple, c'est le logement, qui est quand même 60% de l'objectif. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire en matière de logement d'ici 2050 pour arriver à cette neutralisation du carbone? Ce que je voudrais d'abord dire, c'est que ce qui est vraiment nouveau ici dans l'accord de gouvernement, c'est qu'on instaure une gouvernance climatique transversale. Il y aura donc une loi climat, comme réclamé par les manifestants. On va la faire à Bruxelles. On espère qu'il y en aura une au fédéral et que ce sera possible avec le nouveau gouvernement fédéral, une nouvelle majorité fédérale. Mais on va la faire aussi à Bruxelles. Ça veut dire qu'elle va s'imposer à tous les ministres, en fait, à tout le monde, et que collectivement, le gouvernement s'engage vers une réduction des émissions de CO2, mais aussi pour la biodiversité, etc. Alors pour le logement, parce que c'est vrai que c'est un gros morceau, les 2 gros morceaux, c'est l'habitat, enfin, les bâtiments et puis la mobilité. Pour le logement, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'inciter, d'aider et d'accompagner. Il n'y a pas d'obligation quelconque d'isoler qui sont prévues normalement avant 2030. On va, d'ici là, ceci dit, fusionner les primes et les simplifier, parce que pour le moment, il y a les primes à la rénovation et les primes à l'énergie, qui sont 2 systèmes différents. L'accord de majorité prévoit de les rassembler. On va simplifier, on va accompagner et puis on va augmenter les budgets pour aider les gens à isoler leurs bâtiments. Mais est-ce que vous êtes plutôt pour encourager ou pour punir ? Là, ce que je viens de vous citer, c'est de l'encouragement. Maintenant, c'est vrai, par exemple, que sur le logement, parce qu'en fait, tout ça doit être compatible avec une augmentation du droit au logement. Vous savez que de plus en plus de Bruxelloises et de Bruxellois sont mal logés, dans des logements trop petits, insatisfaisants en termes de qualité, etc. Les logements sont extrêmement chers. On va essayer de jouer sur les 2, parce que ça ne va pas d'avoir des logements qui sont parfaitement isolés et puis qui deviennent complètement impayables. Même si on fait des économies sur l'énergie, les logements doivent rester payables globalement. Donc on dit, par exemple, si on aide les propriétaires à isoler, des propriétaires qui sont bailleurs, qui mettent en location un logement, ils doivent se référer à la grille de loyer pour avoir droit à des primes pour
pour isoler le bâtiment, eh bien, ils doivent s'engager pendant X années à respecter la grille de loyer, donc à maintenir des loyers qui sont accessibles. C'est un peu une manière d'avoir une grille de loyer un peu plus contraignante que ce qui existe aujourd'hui, hein, ou elle n'est qu'indicative. Il est assez normal, à partir du moment où on aide des propriétaires bailleurs qui font donc du bénéfice, qui vont bénéficier d'une aide pour isoler leur bâtiment va valoir plus cher, ils pourraient tenter d'augmenter les prix de loyer, etc. C'est assez logique, en échange de l'aide publique, de l'argent public, d'exiger des choses, notamment en termes d'accès au logement. Et si on parle du locataire, l'énergie et l'eau, les prix sont quand même élevés. On a vu une étude sur le prix de l'eau qui est sortie aujourd'hui, une étude de l'ULB, qui montre qu'il faudrait peut-être revoir la tarification. Qu'est-ce que vous allez faire là pour faire en sorte que ces prix n'explosent pas? Alors, nous ne sommes pas compétents pour toutes les tarifications énergétiques. Il y a la régulation fédérale qui joue aussi, en tout cas sur le gaz, l'électricité, etc. Ce qu'il faut faire, c'est diminuer les consommations. Faire croire aux gens qu'on pourra diminuer le prix de l'énergie et même le prix de l'eau, alors que ce sont des ressources de plus en plus rares et de plus en plus chères à produire objectivement, c'est un leurre. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est diminuer les consommations. Mettre tout en œuvre pour aider les gens et accompagner les gens, y compris par des primes et des soutiens financiers, pour consommer moins. Et le cas échéant aussi, renforcer les fonds gaz-électricité qui aident les gens qui sont vraiment dans le besoin, qui ont des vrais problèmes sociaux et financiers qui leur empêchent de payer leurs factures, pour assurer quand même un accès égal au gaz et à l'électricité. Donc des soutiens sociaux ciblés. J'y reviens par rapport à ces 3,2 millions. Ces 3,2 millions, l'argent, il va servir à quoi? Est-ce qu'il pourra aider à ce plan climat? En tout cas, oui. En tout cas, l'argent va dans un fonds spécialement dédicacé aux politiques environnementales. Et donc, ça rentrera dans le budget environ. Alors, vous avez dit, le deuxième gros chapitre en matière de baisse du carbone, c'est la mobilité. Donc là, on a déjà entendu pas mal d'idées, la taxe au kilomètre, plus de mobilité douce. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans cette stratégie qui pourraient décarboner Bruxelles? Le premier élément, c'est d'abord l'investissement public massif dans les transports en commun. On a prévu, vous le savez, de continuer la ligne 3 du métro. C'est un énorme investissement au niveau régional, mais on ne s'est pas contenté de ça. Et pour nous, c'était extrêmement important de pouvoir déployer des nouvelles lignes, des nouvelles fréquences, une augmentation de l'offre dans les 5 et dans les 10 ans, puisque le métro arrivera au mieux dans 10 ans. Et donc, des nouvelles lignes de bus, des nouvelles lignes de tram, y compris des lignes de tram en site propre. Une augmentation de la fréquence, du confort, de l'investissement massif pour la STIB. Ça, c'est une première réponse qui, effectivement, va coûter beaucoup d'argent et pour laquelle il faudra trouver les moyens. Et par ailleurs, c'est vrai, des investissements sur la voirie pour améliorer le confort des piétons et des cyclistes. La part modale qui a le plus augmenté, le vrai shift modal à Bruxelles, c'est d'abord celui vers la marche, en fait. De plus en plus de gens, en fait, renoncent à prendre une voiture, par exemple, et vont à pied. Parce qu'en fait, à pied, ça va pratiquement aussi vite, c'est bon pour la santé, etc. Encore faut-il que ce soit confortable et agréable. Que le trajet à pied qu'on fait, qu'on aille faire ses courses ou qu'on aille au travail, peu importe, ou chercher ses enfants à l'école ou les déposer, ça doit être sécurisé et agréable. Et donc là, c'est un engagement fort du gouvernement que tous les aménagements d'espace public qui sont prévus, on ait bien ça en tête. Alors, vous parlez d'investissement, que ce soit en mobilité ou pour le logement, mais tout ça avec quel budget? Parce qu'il n'y a pas encore de chiffres au niveau du gouvernement bruxellois, vous n'êtes pas encore entendu sur des chiffres. Est-ce qu'il y aura suffisamment de moyens? Est-ce que la région devra s'endetter davantage? Comment vous voyez ça? Donc on va déployer toute une série de moyens. Alors c'est vrai que la contrainte budgétaire est énorme, il ne faut pas se cacher. Donc à un moment, il faudra prioriser. On ne pourra pas tout faire à la même vitesse. L'important, c'est d'engager déjà un certain nombre de choses de manière prioritaire et puis trouver l'argent, certes en sortant du cadre budgétaire classique un certain nombre d'investissements. Du reste, ça a déjà été fait par les gouvernements précédents, donc ça permet un peu de déficit budgétaire. Jusqu'aux capacités d'endettement raisonnables maximales de la région. Ça, c'est une piste. D'autres pistes peuvent être sur la table. L'Europe va s'investir aussi de manière plus importante par rapport à l'enjeu climatique. On attend la création d'un fonds européen climat qui va redescendre nécessairement vers les États et vers les régions. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut activer, comme des mécanismes de tiers investisseurs, c'est-à-dire de l'investissement privé qui se rémunère par la suite sur les économies d'énergie qui sont réalisées. Alors, comment est-ce qu'on va évaluer tout ce travail-là? Parce que parfois, ce qui est difficile à voir, c'est on propose, on fait des plans, c'est merveilleux, et puis on se rend compte 20 ans après qu'en fait, on n'a pas fait la moitié du quart. Comment est-ce qu'on peut évaluer ça au mieux? Alors, par rapport aux objectifs climatiques, biodiversité, etc., il est prévu en fait la mise en place
place d'un comité d'experts au sein du comité enviro. Vous me dites, oh, un nouveau comité d'experts, sauf que les objectifs seront clairs et que ce comité doit faire rapport tous les ans au Parlement. Et que ça fera l'objet d'un débat public. C'est-à-dire que les données seront transparentes et données tous les ans. Et tous les ans, on devra dire, OK, voilà où on en est, en fait. Secteur par secteur, voilà où on en est par rapport aux objectifs environnementaux et aux objectifs climat. Un petit mot encore sur un autre dossier qui vous concerne, Bruxelles Propreté. Hein. Là, on parle d'audits, il y en a déjà qui ont été lancés. Est-ce que vous avez les résultats de tous les audits? Est-ce que vous savez déjà s'il y a trop d'agents à Bruxelles Propreté ou pas assez? Donc, le gouvernement précédent n'a lancé qu'un seul audit. Les marchés n'avaient pas été attribués pour les deux audits, pour deux autres audits. Donc, on va faire ça dans les jours qui viennent. Et puis, on verra bien le résultat. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que la mutation de l'agence Bruxelles Propreté, a priori, ne doit pas se faire sur le dos des travailleuses et des travailleurs. Je veux dire, eux ne peuvent pas être les dindons de la farce de la mutation de la BP. Donc, il faudra faire les choses aussi avec le personnel de la BP et en trouvant des solutions aussi, évidemment, avec la direction et le personnel de la BP. Alors, on va parler un peu d'écologie en 2019. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui accusent les écolos de jouer les collapsologues et de dire ça va être la catastrophe, la planète va disparaître, ou en tout cas les hommes qui habitent la planète? Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que vous êtes des catastrophistes ou est-ce que vous êtes des optimistes? Moi, personnellement, je suis d'un naturel optimiste. Je suis quelqu'un qui essaye de trouver des solutions. Je déteste être dans une situation où je ne vois pas de solution possible. Donc ça, c'est mon job, d'essayer de trouver des solutions. Maintenant, si on écoute et si on lit la littérature scientifique globale, mondiale, par rapport à l'état du climat et de la biodiversité, il ne faut pas se cacher. On est dans une situation totalement catastrophique et qui va dans la mauvaise direction. Donc il faut maintenant switcher et repartir dans une meilleure direction. Sinon, le résultat va être maintenant, il est scientifiquement démontré que la résultante de tout ça, c'est qu'on va vers une planète qui sera de moins en moins agréable à vivre intrinsèquement. Donc on doit retourner ça. On doit retourner vers des fondamentaux et se dire, mais notre planète, c'est un truc sur lequel on vit, et pour ça, il doit y avoir de la biodiversité, il doit y avoir un climat sans catastrophe naturelle tous les 6 mois, etc., etc. Donc on doit mettre en place les solutions pour y arriver. Alors cet été, vous avez été le sujet d'un buzz sur les réseaux sociaux. On vous a titillé sur un usage peut-être exagéré de l'avion comme moyen de transport. Alors je vous propose 3 types de réponses. Alors je ne sais pas quelle est la vôtre, mais vous en choisirez. La première, c'est mea culpa, je vais compenser ces voyages en avion. Ou 2, circuler, il n'y a rien à voir. Ou 3, beaucoup de bruit pour rien. Oui, je dirais surtout beaucoup de bruit pour rien. Puis il y a quelque chose qui m'interpelle un tout petit peu. C'est que, alors certes, on doit tous s'interroger sur nos choix de vie. Et je le fais aussi personnellement. Moi, j'ai un permis de conduire depuis mes 18 ans. Je n'ai jamais eu de voiture. Jamais. Je circule en vélo à Bruxelles depuis plus de 20 ans. Je n'ai pas à rougir de mes choix de vie. Mais ce sont des choix qui sont des choix privés. Je peux témoigner que vous venez en vélo chaque fois ici. À chaque fois. Je crois qu'il n'y a pas une seule fois où je ne suis pas venu à vélo ici. Donc, ce sont des choix de vie qui sont privés. Je n'ai jamais exposé ça à l'extérieur, etc., etc. La vie privée, c'est la vie privée. À partir du moment où on interroge les hommes politiques, où on leur fait rendre des comptes, et les femmes, non seulement sur ce qu'ils font dans le cadre de leur mandat, ce qui est totalement normal, ça c'est tout à fait logique, mais aussi sur des décisions ou des choix qui relèvent de la vie privée, je pense qu'il y a un problème démocratique. C'est vrai, mais si donc, ça touche les comportements des gens, finalement on est tous des êtres humains, qu'on soit politique ou pas, donc c'est une interrogation qu'on peut avoir, est-ce qu'il faut utiliser l'avion beaucoup ou pas? C'est une vraie question que tout le monde se pose. Mais nous devrons toutes et tous, y compris moi, modifier progressivement des comportements. Donc il y a des comportements dans ma vie privée qui sont totalement en adéquation avec mes valeurs. Certains d'autres sont un tout petit peu en adéquation parce que je ne suis pas quelqu'un de parfait, je pense comme personne, et je ne vise pas nécessairement la perfection parce que l'atteinte de la perfection, ça peut aussi devenir la dictature. Mais donc on fait ça raisonnablement et pas à pas, et je le fais aussi dans ma vie quotidienne. Merci Alain Marron. Demain, c'est Stéphanie Mayer qui recevra un autre invité. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.